Bonsoir et bienvenue en cette année 2024 qui s'achève. Nous vous proposons avec toute l'équipe de Savourgarde de voir ou de revoir quelques morceaux choisis de l'émission. Grand décryptage, débats politiques, grands entretiens d'actualité et puis questions qui fâchent avec nos chroniqueurs. C'est tout de suite sur LCP. Y aura-t-il un avant et un après? Le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice ont donc fait cause commune ce matin à Marseille, ville symbole du narcotrafic, pour annoncer une série de mesures. On va y revenir dans le détail. Alors que vous le savez, la chronique des règlements de compte ensanglante jour après jour notre pays sur fond de vendetta sur le marché de la drogue. Bonsoir Vincent Gautrono. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste police-justice au Parisien et le co-auteur du livre dont tout le monde parle, il faut bien le dire, avec vos collègues Jean-Michel Descugis et Jérémy Famelet, Tueurs à gages chez Flammarion, enquête sur le nouveau phénomène des shooters, ces jeunes recrutés sur Internet pour régler les comptes des gangs mafieux. Bonsoir Marie-Carole Sientu, ravie de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes sénatrice Les Républicains du Val-de-Marne, membre de la commission d'enquête dont tout le monde parle aussi au Sénat sur le narcotrafic qui avait rendu son rapport en mai dernier. Bonsoir Ludovic Friat. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats. Enfin, bonsoir Anthony Caillet. Bonsoir. Vous êtes policier, secrétaire général de la CGT. Police, bien sûr, Elisabeth Martichoux. Vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Évidemment, un débat qui s'ouvre, comme chaque soir, par le récap de Bruno Donnet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Bonsoir. Dans votre récap, unité, fermeté et réchauffé. Oui, unité d'abord Myriam, entre police et justice, c'était du reste le principal axe de communication du ministre de l'Intérieur ce matin. C'est une réforme qui va être en profondeur et l'appareil d'ensemble de l'État va être en ligne dans une cause nationale pour gagner cette guerre. Une unité placée tout de même sous le haut patronage de Michel Barnier, qui a beaucoup insisté pour publier cette photo dès hier au soir. Alors, la fermeté maintenant, ça c'était le mot d'ordre de ce déplacement marseillais, au cours duquel de très nombreuses annonces ont été faites. Je veux, comme garde des Sceaux, donner les moyens de prévenir, d'investiguer, de poursuivre, de juger, de sanctionner et de réparer. Après les faits divers tragiques de Rennes, Poitiers et Grenoble, après des chiffres effrayants, 42 morts en France liés au trafic de drogue, rien que sur les 6 premiers mois de l'année 2024, d'après les informations de nos confrères du Figaro. 49 morts uniquement à Marseille en 2023, au moins 3000 points de deal recensés sur l'ensemble de notre pays et plus de 5 millions de consommateurs de cannabis. Le gouvernement a donc annoncé ses priorités. Alors je vous ai listé les 3 principales. Créer une nouvelle procédure pour richesse inexpliquée, ça c'est pour saisir les biens des trafiquants. Améliorer le statut des repentis pour encourager d'ex-dealers à collaborer avec la justice. Et enfin, ce que Didier Migaud a présenté comme une grande nouveauté. Je suis favorable à un pilotage fort constitué autour d'un véritable parquet national. La création d'un parquet national, Myriam, pour lutter contre les trafics. Et tout ça vous a rappelé des souvenirs? Eh bien oui, Myriam, car cette image-là m'en a rappelé une autre. C'était il y a seulement 8 mois. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti étaient déjà venus à Marseille. Et ils avaient fait les mêmes annonces. Éric Dupond-Moretti a d'ailleurs laissé derrière lui 2 propositions de loi. La première prévoyait la création d'un parquet national. Tiens, et la deuxième concernait le statut du repenti, retiens. Quant à Marseille, il avait lui aussi promis de s'en occuper. Pour donner un exemple, à Marseille, seulement depuis 2017, nous avons envoyé 54 magistrats supplémentaires. On se demande donc ce qui des paroles ou des actes va prendre le pas, car afficher sa volonté de lutter contre le trafic, ça permet d'asseoir une communication, disons, virile, et aussi de créer de jolis néologismes. Je veux frapper les narcotrafiquants, les narco-dealers et surtout les narco-racailles au porte-monnaie.
Seulement voilà, le coup des quartiers gangrénés par le trafic et les racailles. Un autre ministre de l'Intérieur nous l'a déjà fait. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. C'était en 2005. Or, depuis cette date, ni le Karcher, ni les 13 plans consécutifs pour lutter contre les trafiquants n'ont permis de faire diminuer une activité qui génère en France plus de 3 milliards d'euros de bénéfices tous les ans. Merci. Merci beaucoup pour ce récap, Bruno Donnet. Je vais commencer avec vous. Avant d'arriver aux mesures, hein, vous êtes là pour ça, on va les détailler, mais un mot de diagnostic, Vincent Gautrono. Ça fait très longtemps que vous documentez ce qui se passe dans le pays, ces règlements de compte d'un genre nouveau, des mois, même des années dans le Parisien, les gangs sans foi ni loi, l'ultra-violence qui implique des jeunes mineurs, tueurs à gages, qui sont prêts à tout pour de l'argent. De quand date ce point de bascule ? Le point de bascule qui a été évoqué par les policiers ces dernières années, il date de 2020-2021. Après le confinement, ils ont vu apparaître à Marseille des clans criminels avec des méthodes nouvelles. Historiquement, les clans criminels marseillais, ils ont toujours tué. Mais ils réglaient leur compte, c'était des gros voyous qui allaient abattre d'autres gros voyous. Ce qui se passe depuis 2021... Voilà, ce qui se passe depuis surtout 2021 et 2022 avec une vraie rivalité entre deux clans criminels, c'est d'une nature différente. C'est qu'on a des gros voyous qui commanditent des petites mains pour aller tuer d'autres tout petits voyous. La plupart des 49 morts de Marseille en 2023, c'est des gens qui étaient en bas de l'échelle du narcotrafic et qui ont simplement été ciblés dans une logique de terroriser l'adversaire. On a des exemples dans le livre, notamment ce jeune Matteo qui a 18 ans et qui est mis en examen aujourd'hui pour 6 assassinats. Il y en a plusieurs, il ne connaissait pas ses victimes et parfois il est allé dans la nuit abattre 2 personnes juste après un autre règlement de compte ayant visé son clan, mais sans forcément viser des pontes. Pour bien comprendre, quand vous dites c'est les gros voyous, est-ce qu'on peut parler de mafia ? Clairement, est-ce qu'on peut utiliser ce mot? Et quand on voit que presque aucun territoire n'est épargné, parce que Poitiers, Rennes, Valence, même des zones rurales, est-ce que ce sont quelques 2-3 grosses mafias qui, par des réseaux tentaculaires, arrivent dans des petites villes ou ce sont différents groupes? Non, je pense que le terme de mafia, il n'y en a pas encore en France. Oui. Peut-être en Corse, ça avait été évoqué un temps, en tout cas la question se pose. Mais ce qui se passe à Marseille reste malgré tout nouveau, parce qu'on a un clan criminel, la DZ Mafia, qui a récemment revendiqué son existence après la mort du chauffeur VTC par un mineur de 14 ans à Marseille. Qui a même fait une sorte de Voilà, qui a fait une conférence de presse presse pour dire ça, c'est pas nous, et donc qui revendique son existence. Et en tout cas, pour ma mémoire, un groupe criminel qui revendique en France son existence d'une telle sorte, sans motif politique, comme on avait pu le voir par le passé, notamment en Corse, ça n'existait pas. Donc il y a certainement, chez ce groupe criminel, en tout cas, une volonté de s'imposer. Après, à notre connaissance, la connaissance de la justice à ce stade, on n'est pas encore dans une logique de mafia, dans le sens où ils ne sont pas forcément présents dans les institutions, dans l'économie légale. Anthony Caillé, le ministre Retailleau, dit mexicanisation. On n'est pas dans des cartels mexicains. Pour être bien clair, là-bas, c'est une toute autre échelle, avec de la corruption, de l'emprise territoriale, des assassinats d'élus. Oui, c'est ce que vous dites. Hein. Si vraiment on voudrait parler de mexicanisation à la française, on a fort heureusement encore quelques milliers de morts à venir voir, quelques années à attendre. On n'en est pas là. Mais si on continue à affaiblir l'appareil d'État, c'est-à-dire les métiers d'ordre régalien, la justice, la police, la douane, il est évident que ce n'est pas les mesurettes qui sont proposées, qui ne sont qu'en fait que des redondances d'année en année. Ce n'est pas ça qui va régler le trafic de drogue sur le territoire. On va venir aux solutions dans un instant. Il y a un policier chevronné que je cite du Parisien, qui préfère rester anonyme, c'était il y a quelques jours, qui dit le marché de la drogue et l'ultraviolence qu'il génère sont devenus quasi incontrôlables. Vous êtes dépassé aujourd'hui? On n'est pas dépassé parce qu'on arrive encore à avoir un visu sur ce qui se passe. Donc tant qu'on a un œil dessus, on ne peut pas dire qu'on est dépassé. Ouais. On le sera le jour où effectivement on sera totalement aveugle. La problématique, aujourd'hui, c'est les moyens. Voilà, alors, clairement.
On y va sur les moyens. Marie-Carole Ciuntu, votre rapport parlait de submersion et vous rappeliez le chiffre d'affaires en milliards du narcotrafic. La plupart d'ailleurs de ce que viennent d'annoncer les deux ministres sont repris de votre rapport. Le parquet spécialisé anti-stup. En fait, si on essaye de trouver un fil rouge à toutes ces mesures, on a l'impression qu'on va calquer la justice antiterroriste sur la justice anti-narcotrafic. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que vous voyez ce fil rouge-là aussi? C'est-à-dire qu'on va aller avec sortir du droit commun, c'est ça? Alors, en tout cas, moi, je ne sais pas s'il y a un avant ou un après, mais je pense que ce rapport a été très salutaire parce que ça a permis de se rendre compte. Je ne sais pas exactement dire, et puis dans les différentes villes, on pourrait décrire les phénomènes différemment, quand est-ce que tout bascule, mais ce qui est certain, c'est que ça s'accélère, c'est que les chiffres d'affaires sont énormes. Là, c'est les bénéfices qu'on donnait tout à l'heure, c'est pas les chiffres d'affaires. On est à dizaines de milliards? Oui, enfin 7-8 milliards, on va dire, n'exagérons rien, mais enfin en tous les cas de ce que l'on mesure, mais enfin ça n'arrête pas d'augmenter. Et c'est l'ultraviolence, et effectivement, ce que vous disiez très bien, cette présence de ces jeunes, de plus en plus jeunes, qui effectivement sont victimes et coupables de règlements de compte incroyables. Un parquet national spécialisé anti-stupéfiants, ça permettrait quoi, très concrètement, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Nous, ce qu'on s'est dit, et j'insiste sur le fait que mexicanisation ou pas, j'ai pas envie de reprendre ce mot parce que après ça, on peut pas débattre parce que c'est pas autour de ça qu'il faut dire, mais il y a quand même des territoires perdus de la République, ça existe. Il y a quand même, c'est organisé des territoires qui ont complètement décroché. Ce que l'on dit, c'est que les résultats ne sont pas là. Et ce que tout le monde nous décrit, la police, les magistrats, la douane, c'est l'adaptabilité de narcotrafiquants, c'est ce que je vous avais dit quand j'étais venu la dernière fois, qui finalement gèrent des multinationales, ont des moyens énormes et achètent tout. Et ce que l'on a fait apparaître, et qui est grave, et c'est une première en France qu'on mette le doigt là-dessus, bien sûr qu'on n'a pas un niveau de corruption considérable, mais dans tous les domaines, on voit la corruption apparaître, et pas seulement là où on pensait qu'elle était là. Les prisons, on l'a souvent dit, les dockers, c'était aussi connu, mais maintenant on sait très bien que la police, les magistrats, des greffiers en particulier, enfin toutes ces affaires, on les connaît, et donc à bas bruit, avec même des gens simplement qui peuvent avoir des agents, qui peuvent avoir accès simplement à des fichiers. On n'a pas pris la mesure de ça, ça va très vite, et on n'a pas les moyens. Alors pourquoi sur les mesures, parce que c'est l'actualité du jour. National, voilà. Un super procureur, un juge anti-narco, voilà. C'est ça? Parce que nous, d'abord, on voulait une concentration des pouvoirs, on voulait un patron, on ne veut plus qu'il y ait ce que l'on a constaté, c'est-à-dire cette espèce de puzzle où on ne sait pas qui informe qui, et sans arrêt, on est en train de savoir comment régler les choses pour que la communication se fasse. Et finalement, on s'est dit, il faut que ce soit pyramidal, il faut presque que ce soit un parallélisme des formes avec finalement ce qu'on a en face avec les narcotrafiquants. Et puis parce qu'on pense aussi qu'il faut incarner, il faut un patron, il faut savoir que c'est ici qu'on chasse, évidemment, les trafiquants de haut vol. On est sur le haut du spectre. Alors, je me tourne forcément vers le magistrat que vous êtes, un parquet spécial avec des pouvoirs spéciaux, incarné, un vrai patron, je reprends les termes de Madame la sénatrice. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il était temps de l'installer? J'en pense pas forcément grand-chose, à vrai dire. Pourquoi? Ce que je pense, c'est que, quelle que soit l'organisation qu'on met en place, est-ce qu'on reste sur l'actuel ou est-ce qu'on fait un parquet national, il faut qu'on ait des moyens de fonctionner. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà un arsenal juridique qui doit être renforcé, mais qui existe, une organisation qui existe. Avant de jeter cette organisation, il faut qu'on se donne les moyens de la faire fonctionner. Ce qu'a expliqué le ministre, c'est qu'il faut un pilotage pour coordonner justement les informations des juridictions locales vers un pouvoir central. On est d'accord, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas là sur la même thématique que le terrorisme. Alors, le terrorisme, on sait ce que c'est. C'est des infractions terroristes qui sont très clairement définies dans le code pénal. Idem pour le parquet national financier, ce sont des infractions qui sont bien prévues, bien isolées. Là, on se retrouve face à une criminalité complètement protéiforme qui embrase quasiment tout le code pénal.
Donc on va se retrouver avec un parquet un parquet national qui va avoir à traiter quasiment, je pousse le trait, mais quasiment toute la délinquance, puisque le narcotrafic irrigue partout dans la délinquance en France. Est-ce qu'il ne faut pas créer une infraction alors? C'est ce que propose aussi le ministre. Peu m'importe. Un nouveau crime d'association de malfaiteurs. National ou pas. Ce qu'il nous faut, c'est des moyens en enquêteurs. Je rappelle que la PJ, la police judiciaire, a été complètement déshabillée il y a un an de ça. Et on ne va pas attaquer la tête des réseaux de narcotrafic sans policiers formés. On est sur des procédures particulièrement pointues, particulièrement techniques, qui demandent une technicité pour les enquêteurs, mais également pour les magistrats. Je vais vous donner par exemple un exemple dans le système actuel de ce qui ne fonctionne pas. On a des JIRS, des juridictions interrégionales spécialisées, avec des juges d'instruction spécialisés, pas en nombre suffisant, des parquetiers spécialisés, pas en nombre suffisant, mais qui fonctionnent. Et puis derrière, on a des juridictions de jugement qui ne sont pas suffisamment armées. Souvent, on n'a qu'un seul juge spécialisé. Je pense par exemple à la JIRS de Nancy. Vous n'avez qu'un seul juge spécialisé pour juger ces affaires et qui, dans les dossiers compliqués techniquement qu'ils ont à juger, doit faire appel à des juges qui sont des juges du tous les jours, des juges des tutelles, des juges d'application des peines, enfin, des juges qui savent ce qu'ils ont à faire, mais qui ne sont pas forcément spécialisés sur un droit qui est très pointu. On le voit bien, le droit des saisies et des confiscations, et c'est là que ça fait mal. Mieux vaudrait former des juges spécialisés dans des juridictions, dans chaque juridiction, qu'avoir un seul patron. J'essaye de voir ce que vous pouvez mettre en alternative. Le politique fait son travail et fait ses choix. J'ai rien à dire là-dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est quelle que soit la solution qu'il va trouver, il faut des moyens à la fois humains et des moyens techniques. Alors, je veux dire par là, il faut qu'on protège davantage nos informateurs, il faut qu'on protège davantage nos repentis. On va parler du repentis. repenti dans un instant. Marie-Carole Saint-Tuel, pour l'élu, cette question, on est en plein débat budgétaire, les déficits sont extrêmement dégradés, ça va être compliqué, ces nouveaux moyens pour la justice. Oui. On sait déjà que la loi de programmation sera plus lente que prévu, donc c'est vrai que pour les professionnels de la justice, pour la police, entendre toutes ces annonces, ils peuvent tiquer. Oui, alors après, il faut placer ses priorités. Oui, on est dans une situation budgétaire très compliquée, mais j'entends plutôt que les arbitrages vont se faire favorablement par rapport justement à cette cause nationale. J'entends qu'on attend d'ailleurs une unité nationale sur ce sujet. Et il y aura un texte de loi pour ce parquet spécial national. On ne dit pas d'ailleurs autre chose dans le rapport qu'il faut effectivement des moyens. Et donc il faut notamment à la justice et à l'intérieur que les moyens soient donnés. Mais ce n'est pas le bon moment, vous le reconnaissez. On est toujours plus fort quand on est dans un pays qui a des capacités financières plus importantes. Mais après, c'est des questions de choix. Et puis, je dirais quand même que quand on voit le peu d'argent qu'on récupère justement sur le nombre de milliards qu'on vient de citer, il se trouve, et c'est ce qu'on a dit à plusieurs reprises dans le rapport, et il n'y avait vraiment rien de sympathique et de rigolo quand on disait ça, c'est que cet argent-là, il devrait être réinjecté pour qu'on puisse justement avoir aussi les moyens nécessaires pour faire le travail qu'on doit faire. Je voudrais qu'on parle du repenti, puisqu'il y a beaucoup de mesures, on ne va pas toutes les égrener, mais c'est la deuxième grande mesure. Qu'est-ce que c'est qu'un repenti ? Le statut existe aujourd'hui. Et comment est-il protégé ? Le repenti, c'est un criminel qui va dénoncer à la police, à la justice des faits. Ce statut, j'avoue que je ne sais plus de quand il remonte en France, mais il est pas très ancien. Et il reste assez inédit en France. C'est quelque chose de... Une cinquantaine. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Un millier, j'ai pu lire en Italie. On compare avec ce qui se passe, par exemple, en Italie, effectivement. Je crois qu'en France, il y a, par exemple, une difficulté majeure, c'est que le repenti ne peut pas avoir été impliqué dans des crimes de sang. Alors ça devrait changer, ça, manifestement. Par nature, ces voyous qui savent le plus de choses sur la criminalité organisée, en tout cas sur le haut du spectre de cette criminalité, par nature, ils ont fait des choses graves. Donc il faudrait élargir ce statut aux criminels de sang. En tout cas, ça semble avoir plutôt bien marché en Italie, dans certaines régions. En Corse, pour revenir... Je sais qu'ils avaient notamment essayé, mais il y avait le cas de Claude Chaussat qui travaillait à une époque pour le gang de la Brise de Mer, qui n'a jamais pu être repenti alors qu'il a permis des condamnations importantes par ailleurs. Anthony Caillé, pour bien comprendre, un criminel, mettons un criminel de sang qui décide de parler à la police, de tout arrêter, qu'est-ce qui se passe pour lui ?
concrètement? On va lui changer d'identité, on va le protéger, le loger. Est-ce qu'on l'indemnise aussi? Comment ça se passe? Il construit une légende. La difficulté, c'est que financièrement, ça coûte très cher, excessivement cher, puisqu'il faut le protéger lui, mais il faut protéger son entourage. Donc c'est compliqué. Et puis ensuite, moi, je ne suis pas certain que ce soit la solution. Hein. Alors, même si... Ça ne marche pas? Alors, si on prend l'exemple de l'Italie, ça a fonctionné sur la partie mafia, mais par exemple, ça ne fonctionne pas sur la partie anti-terreau. Voilà. Faut savoir que là, on va travailler avec l'illémoralité la plus totale. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit hyper réglementé et hyper surveillé. C'est-à-dire que... Ça veut dire quoi, l'immoralité la plus totale? L'immoralité, ça veut dire que vous avez un délinquant... des gens qui peuvent être avec la police et en même temps dans le trafic? C'est un délinquant qui vient donner sa parole, mais qu'est-ce qu'elle vaut, sa parole? Je veux dire que vous organisez un trafic de stupes à un endroit. Vous décidez d'anéantir le voisin qui organise un trafic de stupes dans la cité d'à côté. Vous dites, vous allez voir la police, vous leur dites, voilà, moi je vous balance un tel, et moi je suis sorti d'affaires. En gros, vous organisez votre propre trafic local, donc c'est hyper compliqué. En Italie, ça a fonctionné. Pourquoi ça fonctionne sur la mafia? Parce que ça a été très encadré par la police nationale qui faisait les enquêtes et par les magistrats, qui sont garants justement des enquêtes des policiers. Et il faut que ce soit hyper réglementé. Sur la partie anti-terreau, ça ne fonctionne pas et c'est excessivement compliqué parce qu'il n'y a que la police qui enquête. Il n'y a pas le regard du juge et il n'y a pas de réglementation. Et on travaille sur ce qu'on appelle des notes de renseignement. Et c'est extrêmement compliqué de judiciariser des notes de renseignement. Et il faut ensuite les faire avaliser par les magistrats. Comme policier, il faut le dire, c'est rare pour être souligné, à la CGT Police, vous souhaitez absolument rester sous la tutelle de la justice sur ce genre de sujet. Ce n'est pas le cas de tous les syndicats de police, faut le signaler. Nous militons pour que la police judiciaire, monsieur en parlait tout à l'heure, soit rattachée au ministère de la Justice, comme c'est dans la quasi-totalité des pays d'Europe. Et pas du ministère de l'Intérieur. À ce stade du débat, on va continuer à parler des mesures. J'aimerais qu'on puisse entendre Amine Kessassi. Bonsoir Amine, et merci d'avoir patienté jusqu'à présent pour ce débat. Vous êtes en duplex de Marseille, vous avez fondé une association qui s'appelle Conscience, après l'assassinat de votre frère, c'était il y a 4 ans. Il a été retrouvé dans une voiture, son corps a été brûlé. Déjà, j'aimerais comprendre, à Marseille, vous avez grandi dans les quartiers nord, dans une même famille, vous avez brillamment réussi, je ne vais pas faire votre CV, mais j'ai regardé, et votre frère, il a basculé. Comment on explique ça? Comment vous l'expliquez? Je l'explique parce que dans nos cités, pas tout le monde finit dans la drogue, et merci. Si tous les jeunes des quartiers finissent dans le trafic de stupéfiants, c'est quand même assez compliqué. Non, mais on l'explique par le fait en fait qu'il faut démonter cet argument qui dirait que c'est la responsabilité des parents. Moi, j'entends que parfois il y a des parents qui sont démissionnaires, j'entends qu'il y a parfois des problématiques dans des cas précis, mais en fait, ça prouve bien aujourd'hui que, effectivement, c'est pas la responsabilité des parents. À un moment, les parents, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Dans les quartiers, on a des familles en situation de précarité qui essaient de s'en sortir comme elles le peuvent, et donc ça fait que parfois, des jeunes qui ont un caractère finissent par tomber plus facilement parce qu'ils ont le réseau devant eux, parce qu'ils sont un peu plus attirés, parce qu'ils ont des mauvaises fréquentations. Et donc ça fait que certains jeunes tombent plus facilement que d'autres dans les mains du réseau. Vous, à Marseille, vous attendez quoi très concrètement pour les quartiers populaires, confrontés à ces jeunes tueurs qui n'ont plus aucune conscience de la gravité ni de donner la mort, ni même d'être tués, parce que c'est ça au fond qu'ils jouent? Non, mais nous, ce qu'on veut à Marseille, c'est juste qu'on sonne la fin de ce show casting. C'est bon, on a eu l'épisode 1, Emmanuel Macron, on a eu l'épisode 2, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, l'épisode 3, Gérald Darmanin. Là, aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau. Enfin, qu'on arrête à chaque fois qu'on a de nouveaux ministres qui viennent expérimenter à Marseille, qui viennent tester leurs nouvelles idées qu'ils ont travaillées 3 jours avant. Enfin, à un moment, on a des solutions concrètes. On a tenté la réponse précise. Les jeunes de la délinquance et du trafic et du carnage que ça provoque pour vous?
sur ce que nous, les Marseillais, on attend. Nous, on a des solutions concrètes. Nous, ce qu'on demande, c'est le retour de la police de proximité. Ce qu'on demande, c'est de vraies politiques sociales, parce que la nature a horreur du vide. Donc, quand l'été, on a des enfants de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans qui sont dans les cités, qui voient cette banalisation de la violence, qui voient cette banalisation de la drogue, qui se disent que finalement, c'est normal de grandir au milieu des armes, c'est normal de grandir au milieu de tous ces meurtres. Des enfants qui, aujourd'hui, ont plus de connaissances qui sont décédées que d'amis qu'ils n'ont actuellement. Et donc, en fait, ça fait que, effectivement, ça conduit les quartiers à ces situations, ça conduit au fait que des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans se mettent à prendre les armes et à tuer d'autres. La banalisation... De réponse sécuritaire à apporter. C'est la précarité sociale qu'il faut absolument soigner en priorité. En fait, la police répressive, ça fait longtemps qu'on nous la vend, ça fait longtemps qu'on nous vend ces politiques répressives, et on voit le résultat. 49 morts l'année dernière. Je veux juste rappeler, mais moi, mon association, elle accompagne ces familles qui ont perdu des gens. On se déplace avec des mamans qui ont elles-mêmes perdu des proches, avec une psychologue, un avocat, et l'année dernière, on a dû 49 fois présenter des condoléances à une maman. En fait, c'est juste pas normal, quoi. C'est juste pas normal que parce que c'est dans ces quartiers, on laisse les choses se faire ainsi. Et en fait, nous, aujourd'hui, on a besoin que l'État réponde à cette question, puisque c'est un grand vide. Qu'est-ce qu'on fait sur l'accompagnement des familles endeuillées ? À un moment, on a besoin que ces familles soient accompagnées psychologiquement, juridiquement, moralement, et on a besoin finalement d'armer ces familles. Les narcotrafiquants, puisqu'on se trompe de cible, on attaque ceux qui sont au pied d'immeuble. En fait, ceux qui sont au pied d'immeuble, quand on vient les arrêter, 40 minutes plus tard, le réseau a repris parce qu'il y a de nouvelles... là. C'est les têtes de réseau qui sont à Dubaï, en Thaïlande, en Arabie Saoudite, qu'il va falloir cibler et qu'il va falloir aller chercher. Et en fait, les têtes de réseau, eux, ils ont l'argent, ils ont de quoi se payer des avocats et pas les familles de victimes. Merci beaucoup, Amine Kessassi, pour votre intervention. Les têtes de réseau, on a mentionné Dubaï, il y a des magistrats qui vont se coordonner avec Bogota, la Colombie, avec Bruxelles. C'est ça la priorité, au fond ? C'est ce que dit Amine Kessassi. On a plan après plan des gens qui viennent nous voir à Marseille. Les opérations Place Nette, notamment, ça ne marche pas. Le trafic revient juste après. Ce qui est certain, c'est que oui, il y a un travail, que ce soit pour la police, pour la justice, à faire sur les têtes de réseau, plutôt qu'effectivement envoyer des CRS comme le faisait Gérald Darmanin. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler avec les autres pays. Il y a eu l'an dernier, je crois, au moins 3 ou 4 arrestations de narcotrafiquants importants à Dubaï. Ils sont tous en liberté à Dubaï pour l'instant. Ils n'ont pas été extradés. Il y a un narcotrafiquant qui est considéré comme le boss du clan Yoda, qui a notamment suspecté d'avoir endeuillé Marseille l'an dernier. Il est au Maroc depuis 6 mois. Il n'a toujours pas été extradé. Donc, ça, c'est une réalité. Le problème, c'est quoi ? C'est la difficulté de la coordination entre les systèmes judiciaires ? Il ne faut pas aller chercher aussi loin que Dubaï. Voilà, j'allais dire, il y en a aussi en prison. Ça marche difficilement aussi avec nos voisins britanniques. Je veux dire par là, c'est un vrai problème. Après, au sein de l'Europe, vous avez le mandat d'arrêt européen, pour le coup, là, qui est un outil qui fonctionne bien. C'est basé sur la confiance réciproque. Mais je veux dire par là, depuis tout à l'heure, on se dit... Qu'est-ce qui fonctionne mieux ? Mais il faut être sur toute la palette, en fait. Il faut être, bien évidemment, il faut être sur... l'éducatif, il faut être sur le social, il faut être sur le médical. Effectivement, les consommateurs sont avant tout des gens qui sont dans une addiction. Je veux dire par là, moi, quand j'entends l'idée des courtes peines sur le consommateur... Alors on y vient. On a un petit sujet à vous montrer là-dessus. Pardon de vous interrompre. Concrètement, la courte peine. On y va sur le consommateur, mais vous vouliez intervenir, non, mais Elisabeth. Oui, mais je vais faire la transition parce que, effectivement, moi je ne suis pas une spécialiste, mais on se dit d'abord il faut taper au portefeuille. Alors c'est difficile quand l'argent part tout de suite à Dubaï, etc. Mais d'abord, il faut évidemment, compte tenu de l'argent qui irrigue le trafic de drogue, nous sommes des nains, les démocraties vont être déstabilisées. On le voit aux Pays-Bas, on parle de narco-État en Belgique, et avant on disait Marseille et quelques cités sont gangrénées, mais en fait il y a des Marseilles partout en France. On l'a dit tardivement, mais puisqu'on n'a pas tout essayé et qu'il le faut, les consommateurs, alors on y va. C'est l'éléphant dans la pièce. Merci. Est-ce qu'il faut taper les consommateurs ? Eh bien justement. Moi j'ai évolué et je me dis oui peut-être. Vous allez nous dire si vous avez évolué, pénaliser davantage le consommateur, faire en sorte que les amendes soient véritablement payées, même les durcir. Eh bien vous allez nous dire ce que vous en pensez juste après les explications de Marco Ponier. Ils sont aussi dans le viseur du gouvernement, les consommateurs de drogue. Un joint, il a le goût du sang. Il a le goût des larmes.
Même message, même tonalité, il y a quelques mois, avec l'ancien garde des Sceaux. Si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce que y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, gens qui, de façon totalement inconsciente, pensent qu'ils ont le droit de fumer du shit le samedi soir. Alors que prévoit la loi? L'usage de stupéfiants, comme le cannabis, l'ecstasy ou la cocaïne, est un délit. Peine maximale, jusqu'à 3 750 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Mais dans les faits, la prison reste exceptionnelle. Alors depuis 2020, la consommation ou la détention de drogue, en petite quantité, peut être sanctionnée d'une simple amende forfaitaire. Amende de 200 € délivrée par les forces de l'ordre et payable immédiatement sans passage par un tribunal, avec une inscription des faits au casier judiciaire. 350 000 amendes forfaitaires ont déjà été prononcées. Le dispositif est amené à se renforcer. On le sait, il y a des amendes, il faut qu'elles soient davantage prononcées, systématiquement recouvrées, et là aussi il y a des marges. Mais les autorités font face à des dealers de plus en plus cachés, qui livrent la drogue directement au domicile des clients via des coursiers. Vendeurs et acheteurs s'organisent à travers des applications cryptées, Snapchat, Telegram ou encore WhatsApp. Baptisé Ubersheet, le phénomène est en pleine expansion depuis la crise Covid et le premier confinement. Alors, pénaliser davantage le consommateur quand on voit ces systèmes via des messageries cryptées de Ubersheet où tout finalement est numérique, est-ce que c'est la solution? Rapidement, chacun d'entre vous. Moi, quand je vois l'état de la psychiatrie publique en France et l'abandon dans lequel il est, je préférerais que plutôt qu'on dépense de l'énergie à faire payer des amendes ou à recouvrer des amendes auprès de gens qui sont dans l'addiction, qu'on renforce les moyens de la psychiatrie publique pour les aider. Donc, pas prioritaire pour vous, pas forcément très utile. On s'attaque aux têtes de réseau, enfin, qu'on s'attaque effectivement, qu'on aille chercher l'argent. C'est un ensemble. Qu'on aille chercher l'argent là où il est, mais l'argent, il n'est pas dans la poche du consommateur qu'on trouve dans la rue et qui souvent vit du RSA. Enfin, Marie-Carole Ceintu, c'est vous qui devrez légiférer. Alors moi, je suis un peu d'accord avec vous, c'est-à-dire on peut évoluer sur ces sujets et moi je pense qu'on a quand même raison et c'est ce que dit le rapport et quand on dit que les annonces sont toujours les mêmes et qu'aujourd'hui finalement on a à nouveau des ministres qui viennent à Marseille pour redire des choses qui ne se feront pas, je rappelle quand même qu'il va y avoir une loi qui a été à la suite de ce rapport qui a été unanimement accepté par tous les groupes politiques du Sénat. Il y a une loi qui est d'origine donc sénatoriale qui va être étudiée dès la fin janvier et que donc c'est toute une batterie de mesures nouvelles sur lesquelles on va légiférer. Sur le consommateur, c'est 200 € hein, l'amende forfaitaire aujourd'hui. Sur le consommateur, nous on l'augmente et comment on la fait payer? Il faut en tous les cas pénaliser, il faut qu'il y ait une prise de conscience et qu'en France, on a quand même été dans l'idée que c'était sympathique, la drogue. Ben, la drogue, non, c'est pas sympathique. Et les gamins de Marseille, ils vont pas à l'école, ils sont déscolarisés. Et c'est aussi pour ça que c'est si simple de leur faire suivre un chemin qui, au départ, commence par leur proposer de la drogue, mais qui ensuite finit très mal, comme on l'a rappelé là. Sur la consommation, je rappelle que la France est le premier pays en Europe, un consommateur de cannabis. Oui, alors moi je ne sais pas, mais en tout cas les amendes forfaitaires délictuelles, ça pose quand même un certain souci. Déjà, ça pose un principe d'inégalité dans le traitement judiciaire, puisque la peine elle est exécutée par un policier et pas par un magistrat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradictoire dans le processus de verbalisation. Et en fait, on automatise les peines, hein, c'est-à-dire qu'on substitue le travail du magistrat. Défavorable à l'idée de pénaliser davantage? Oui, c'est une évidence. En termes de pédagogie, non, mais en termes de pédagogie, ça ne sert à rien. Et en plus, la majorité des gens ne sont pas solvables. Donc, on fait travailler les policiers pour rien. On les fait travailler dans le vent. Puisque c'est insolvable, on inscrit des gens en casier judiciaire d'une façon très peu équitable et inégalitaire. Et en plus, il n'y a pas de solvabilité. Donc, on met un coup d'épée. Vous aurez le mot de la fin court, s'il vous plaît, Vincent Gautrenaud. Je vais vous répondre par une question. Je pense que pénaliser le consommateur, c'est peut-être une solution. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez entendu en France un ministre de la Santé parler de cannabis? Bon, on vous invitera pour un débat éventuel. Non, mais il y a une vraie question publique sur la légalisation ou en tout cas. C'est aussi un problème de santé publique et à chaque fois on parle de cannabis sous l'angle répressif. C'est vrai qu'il est particulièrement absent. Merci, et c'est une femme. Elle s'appelle Madame Darrieussecq, Geneviève Darrieussecq. Merci à vous. On s'arrête là. On voulait faire un panorama des mesures. Chacun se fera son opinion. Merci à vous. Merci. Vous restez avec moi. Elisabeth Martéchou va à présent parler de votre livre « L'art de perdre en politique » chez Stock avec la journaliste Catherine Mangin. Vous avez donc fait parler plusieurs personnalités politiques. Dis-moi comment tu perds, je te dirai qui tu es. Regardez l'invitation de Maïté Frémont. Interview
juste après. Si on vous invite, Elisabeth Martichoux, c'est pour parler de l'art de perdre en politique. Vous, la journaliste, éditorialiste, vous nous faites entrer dans les coulisses des campagnes et de ces lendemains qui déchantent. Au revoir. Avec d'abord ceux que vous appelez les mauvais perdants. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Dans ces 50 ans de vie politique, il y a aussi ceux que vous placez dans la catégorie des même pas mal. Nicolas Sarkozy. Je porte toute la responsabilité de cette défaite. François Bayrou. J'ai perdu et nous avons perdu une bataille. Mais l'heure de vérité vient. Ou encore ceux qui trouvent du carburant dans l'échec, Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal ou encore Marine Le Pen. Oui, c'est une déception. Mais en même temps, comment se cacher, je suis comme vous, entre les deux, comment se cacher aussi la fierté du travail accompli? Le pôle populaire existe. Si nous n'y étions pas, que resterait-il? Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance. 20 portraits passés au crible dans cet art de perdre en politique. 20 caractères révélateurs de l'épaisseur de chaque individu. J'aime bien. Allez, l'art de perdre en politique, c'est passionnant, tous ces parcours accidentés, parce que ce sont vraiment les leçons qu'ils tirent de leur échec. L'échec, ce n'est pas cela l'important, le plus important, c'est ce que nous en faisons. Cette phrase, elle est de François Mitterrand, qui a dû s'y reprendre 4 fois avant de gagner l'élection présidentielle. Est-ce que c'est cette phrase-là qui vous a donné envie d'aller sonder les cœurs et les reins sur les défaites de ceux qui nous gouvernent? En tout cas, ce sont ces parcours-là, ces parcours de politiques chevronnés résilients qui tombent et qui remontent et qui retournent. J'étais très frappée, puisqu'on a beaucoup parlé de l'élection américaine cette semaine, de la différence de culture de ce point de vue-là. Aux États-Unis, quand on échoue, ou quand on, d'ailleurs, comme Jacques Chirac, on va au bout de ses 2 mandats, ou François Mitterrand, eh bien, on disparaît de la politique, on fait autre chose, on se réinvente. Ah oui, et c'est cette difficulté à se réinventer en France qui fait qu'effectivement, François Mitterrand, il échoue 1 fois, 2 fois, il y arrive. Jacques Chirac, il échoue. Il y arrive comme si, dans la culture française, à une exception près... On va en parler tout à l'heure. Mais tout le monde peut la deviner déjà. Un certain Lionel. Non, un certain Emmanuel, à une exception près... Il faut avoir beaucoup perdu, il faut avoir beaucoup de cicatrices pour enfin être adoubé par le peuple français. C'est vrai que c'est un peu un tabou, l'échec en France. C'est pas notre culture de glorifier les perdants. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous l'avez compris, contrairement aux anglo-saxons qui bénissent, vous l'écrivez comme ça, ceux qui échouent? C'est ce que j'ai découvert aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle des failcons, c'est-à-dire des conférences consacrées au fail. Vous venez, vous êtes face à une assistance et vous racontez votre échec. L'échec aux États-Unis, c'est une religion. L'échec en France, c'est une humiliation. Et elle est cachée, et on n'en parle pas. On a l'échec honteux. Et donc, effectivement, on n'en tire pas les leçons. Alors, il arrive parfois qu'on puisse être un perdant victorieux, glorieux, mais il y a un rapport à l'échec qui est extrêmement différent et qui nous a beaucoup intéressés. Alors, il y a ceux qui en font un tremplin, et il y a certains qui tombent de haut et qui plongent dans la dépression. C'est le cas de Bruno Le Maire, qui se remet en cause personnellement après son score humiliant, 2% à la primaire de la droite en 2016. Il ne se passe plus rien, vous dit-il. Je n'ai plus d'équipe, plus d'argent, des dettes à rembourser, c'est trop dur. Pour moi, pour la famille, pour les amis. C'est le récit d'un chaos qu'il vous fait là. Et c'est rare, c'est cru et c'est rare de dire ça quand on est politique. Vous avez tout à fait raison. Il n'est pas tombé en dépression au sens médical du terme. Mais il raconte de façon extrêmement sincère. Et c'est vrai qu'on a été surpris parce qu'ils sont très peu à exposer ainsi leurs faiblesses. Quand on est un politique, on doit montrer qu'on est fort, qu'on est supérieur, qu'on n'est pas effectivement poreux à la faiblesse. Et lui, il nous a dit sans phare. Et par exemple, une phrase qui nous a beaucoup frappé,
mes enfants me voyaient comme une loque, mes amis me regardaient comme le loser. Et du coup, lui-même s'interroge, est-ce que je dois continuer? Et puis la passion reprend le dessus. Oui, l'aventure Macron 2017. Il reste, mais effectivement, il erre, on raconte dans les rues de son quartier parisien, du centre parisien. C'est très rare d'ailleurs de lire ça. On a l'impression que ça n'a pas été si facile de les convaincre d'accoucher un petit peu de cette. Il y en a quelques-uns qui ne pouvaient pas l'affronter. C'est compliqué, mais lui a eu la sincérité de le dire sans phare. Celui qui va tout arrêter, tirer un trait sur sa carrière politique en quelques secondes, le 21 avril 2002, c'est Lionel Jospin. Et vous avez cette formule qui m'a étonnée, franchement, mauvais perdant. Vous lui en voulez d'avoir abandonné la gauche? Certainement pas, je ne lui en veux pas. Mauvais perdant, c'est celui qui n'accepte pas l'échec, qui l'a admis. Mais c'est celui qui le prend mal et il le prend mal. C'est ça le mauvais perdant. Mais il endosse toute la responsabilité jusqu'à tout arrêter. Il y a une forme de courage aussi. Il y a Laurence Rossignol qui aussi raconte son échec. C'est une sénatrice, elle est moins connue que les autres, mais son parcours est très intéressant. Et qui dit, elle, en qualité de socialiste à l'époque, mais comment est-ce qu'on peut abandonner les militants comme ça en quelques instants? Jamais on ne peut faire ça quand on est un responsable politique. On fait face, on console, et puis après on en tire les conséquences. Mais pas dans l'instant. Pas comme ça. Quelques instants seulement après avoir appris la nouvelle. Alors effectivement, on évoque l'éthique de la responsabilité. Le cas particulier de Jospin, c'est qu'il a été le premier, finalement, en perdant cette qualification au second tour, à laisser l'extrême droite être qualifiée. Ça, c'est une blessure qu'il ne se pardonne pas. Mais il dit au revoir, il dit adieu à tout le monde, mais il essaiera de revenir. C'est vrai. Il essaiera de revenir. Et ça n'a jamais été possible pour lui. Alors, celui qui a l'art de perdre, c'est celui que vous avez rencontré dans ses bureaux rue de Miromesnil, Nicolas Sarkozy, qui a l'élégance d'assumer la responsabilité de sa défaite en 2012. Vous dites qu'il esthétise presque sa défaite. Il en fait presque un succès. J'aurais pu battre François Hollande si j'avais eu 2 semaines de plus. Est-ce que c'est une façon de la contourner? Oui et non. Effectivement, Nicolas Sarkozy, il esthétise, c'est-à-dire qu'il positive, pardon pour l'expression, à mort. Parce qu'il ne faut surtout pas faire valoir ses faiblesses. Donc, mais il dit des choses justes. Il dit, dans la victoire, on regardait le souverain. Quand j'ai gagné la présidentielle, c'était le roi Soleil. Quand j'ai perdu, on me regardait moi. Donc il arrive, avec cette résilience qui est propre aussi aux politiques, à finalement positiver cet échec pour se renarcissiser et dire j'existe encore, mais cette fois en tant que moi-même, et après tout, ça vaut le coup. Donc c'est vrai que vous parlez même d'un certain bonheur de perdre, il faut aller le chercher, mais c'est le titre du chapitre. 2007, face à Nicolas Sarkozy, il y en a une qui est dans le déni absolu, j'ai nommé Ségolène Royal. Comment peut-on dire aux Français, quand on est battu, je vous conduirai vers d'autres victoires? C'est proprement hallucinant. Vous en avez reparlé avec elle pour le livre? Oui. Et qu'est-ce qu'elle en dit rétrospectivement? Alors, elle est très cash. Elle dit, moi, c'est pas une victoire, c'est pas un échec. Mais vous avez perdu, Ségolène Royal. Elle fait le plus mauvais score des socialistes au second tour de la Ve République. Non, elle dit, ce n'est pas un échec, et deuxièmement, ça ne va pas vous étonner, si j'avais été un homme, j'aurais gagné. Donc, c'est une façon, évidemment, d'esquiver les questions les plus essentielles. C'est passionnant, d'ailleurs, de voir aussi comment ils esquivent, même si elle reconnaît un manque d'humilité. Il y a ceux qui gagnent, même quand ils perdent. J'ai nommé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Dans les deux cas, est-ce qu'ils peuvent, au fond, à chaque fois se réjouir, vraiment? En 2017, Jean-Luc Mélenchon, il ne se réjouit pas. En 2022, oui, parce qu'il a réussi ce qui était son fantasme absolu, dominer la gauche. 2022, on rappelle le score du Parti socialiste? On va y venir. Anne Hidalgo, 1,75%. Et lui, plus de 20%. 22%. Donc, si vous voulez, il a réussi ce que Mitterrand avait fait avant lui, et c'est un mentor, c'est-à-dire écraser le Parti communiste, lui, il écrase le Parti socialiste. Bon, on connaît Jean-Luc Mélenchon, son rapport à la victoire. Après, il y a une forme de dépression, et puis il remonte, et puis depuis des années, il gâche ce capital politique, mais il restera peut-être sans doute dans la perspective de 2027 celui qui empêchera
quiconque à gauche de gagner en dehors de lui. Mais c'est vrai que pour ces deux-là, il y a une forme de victoire dans les résultats déjà en nombre de voix, même si ça progresse. Évidemment. Je voudrais pour terminer qu'on parle un petit peu de Manuel Valls. J'ai été frappée de sa franchise quand il vous raconte au fond ce que vous appelez vraiment l'échec au carré, le serial perdant. Voilà, c'est l'expression que vous avez, battu à la primaire par Benoît Hamon, sa pire défaite. Il reconnaît un manque de lucidité. Il vous dit même qu'il était jaloux de Macron quand il était Premier ministre. Et comme il ne veut pas crever, je le cite, il ne veut pas rester sur une défaite, il va soutenir Macron et partir aux législatives. Et puis à nouveau, la chute à Barcelone. Et puis plus rien. Il ne sait pas s'arrêter, Manuel Valls. Est-ce que c'est ce que les Français lui reprochent? Ça n'est pas tant d'échouer, c'est de sauter d'un objectif à un autre sans jamais réfléchir sur effectivement son rapport aux Français. Et c'est Harold Ozzi, son ancien conseiller, qui a cette analogie que je trouve très juste et qui en appelle à Machiavel, il est plus lion que renard. Et Manuel Valls, il avance, la tête baissée, il ne réfléchit pas, il ne calcule pas, contrairement à ce qu'on pensait. Il n'est pas tellement dans la stratégie, mais il avance sans cesse, il se prend des tôles, mais à répétition, mais il répète l'échec de façon névrotique. C'est très impressionnant. Il y a un peu de psychanalyse dans ce livre. L'art de perdre en politique, de Giscard à Macron, les politiques face à l'échec. Voilà, j'invite nos lecteurs à regarder de près s'ils veulent connaître aussi, on peut dire l'échec ou le demi-échec d'Emmanuel Macron, puisque la dissolution ne lui a pas forcément très réussi. Après avoir gagné sans jamais avoir perdu, maintenant il ne fait que perdre. Merci à vous, Elisabeth Martichoux. Et à la barre ce soir de la question qui fâche, maître Bertrand Perrier, bonsoir. Bonsoir. Avocat auprès de la Cour de cassation, passé maître dans l'art oratoire. Allez-vous réussir à tenir tête ce soir, Jean-Baptiste Daoulas, journaliste politique à Libération. Bonsoir, merci d'être avec nous, messieurs. Voici la question qui fâche. 2 chambres, 2 majorités. Un même résultat, l'Assemblée et le Sénat l'ont voté hier soir en commission. Les 128 millions d'euros alloués au service national universel ont été quasi annulés. C'est une mesure évidemment qui coûte un pognon de dingue, si je peux me permettre, à un moment où on nous explique qu'il faut se serrer la ceinture. Donc on a vraiment plein d'idées sur ce qu'on peut faire avec cet argent-là, plutôt que d'aller mettre au pas la jeunesse. Le SNU, programme de 12 jours créé en 2019 pour former les jeunes de 15 à 17 ans à devenir des citoyens attachés aux valeurs de la République. Au programme, le lever des couleurs, un rituel républicain pour promouvoir la cohésion nationale. Cheval de bataille d'Emmanuel Macron, le président souhaitait d'ailleurs le généraliser sur tout le territoire en 2026. Le service national universel fait partie de la réforme, c'est pourquoi j'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, mais nous irons vers la généralisation du service national universel en seconde. Depuis, l'exécutif rétropédale à l'heure où l'État cherche à renflouer ses caisses. Moi j'ai une partie des crédits du SNU dans mon ministère, donc je peux en parler. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens pour une généralisation du SNU, c'est clair. C'est clair. Il ne sera donc pas généralisé. En 2025, il ne le sera pas. En 2026, j'imagine mal qu'il puisse l'être. Mais le gouvernement l'assure, pas question de le supprimer. Le gouvernement ne souhaite pas supprimer le service national universel. Ce n'est pas la position que nous avons portée, ce n'est pas la position que nous porterons. En 2023, 40 000 jeunes ont réalisé un séjour sur l'année scolaire sur plus de 60 000 places disponibles. Alors la question qui fâche, la voici. Faut-il supprimer le service national universel? Allez, l'accusation pour commencer, Jean-Baptiste Daoulas. Quand on est face à un gadget, en temps de disette budgétaire, oui, il vaut mieux le supprimer. C'est, comme on le disait dans le sujet, le service national universel, c'est un sparadrap que se traîne Emmanuel Macron depuis 2017. Quand il sort cette idée du chapeau dans un discours sur la défense en mars 2017, alors que ça ne répond finalement à aucune demande des étudiants, des lycéens, c'est quelque chose qui est plaqué finalement d'en haut avec une image assez passiste. C'est d'ailleurs intéressant que ça ait été dans un discours sur la défense à l'époque. C'est quand même l'idée de jouer avec cette nostalgie d'une France un peu sépia, la France du service militaire, la France de l'uniforme, celle du c'était mieux avant, et donc depuis l'essayer
de mettre ça en place. Et effectivement, ça coûte très cher. La Cour des comptes estime qu'au lieu des 2 milliards annoncés par le ministère de l'Éducation nationale, eh bien, ça pourrait coûter en réalité entre 3,5 et 5 milliards d'euros. Je pense qu'on peut faire un autre emploi de cet argent pour l'instant. Maître Bertrand Perrier, il se trouve, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que vous avez participé en tant qu'animateur à des ateliers du SNU. Oui. Alors, gadget ou pas? Non, moi je crois que d'abord, ceux qui parlent le mieux du SNU, c'est ceux qui l'ont fait. Et 94% des jeunes qui ont fait le SNU ont été satisfaits de cette expérience. 78% disent qu'ils ont rencontré des jeunes issus d'un autre milieu que le leur. Et donc, aujourd'hui, ça coûte 160 millions. Je ne dis pas que c'est bien utilisé, je ne dis pas que c'est bien géré, mais je dis qu'il y a une voie entre la suppression et la généralisation. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi cette satisfaction? Alors on y apprend. Qu'est-ce qu'on transmet? On y apprend par module pendant 12 jours dans une maisonnée où il y a une vingtaine de jeunes. Les gestes de premier secours, la laïcité, la place de la France dans le monde. Moi, j'enseignais la prise de parole en public, donc vous avez des modules comme cela, on y fait du sport, on y apprend le patrimoine français. Il n'y a pas de militarisation. C'est pas... oui, alors effectivement, on a un uniforme. Mon Dieu, c'est terrible. Mon Dieu, on lève le drapeau français. Je crois que c'est notre drapeau. Et encore une fois, tant que c'est sur la base du volontariat, moi, ça ne me gêne pas que des enfants qui ont 12 jours et qui souhaitent s'engager. Parce que si vous voulez, on ne peut pas à chaque fois dire qu'il n'y a pas d'occasion pour la jeunesse de se rencontrer, qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Et quand il y a une institution qui, même imparfaitement, promeut cela, la supprimer. Juste un mot sur la mixité, vous l'avez constaté? Alors, ou pas? Parce que c'est bien de venir des quatre coins de la France, mais si on se retrouve un peu dans son propre milieu social, souvent défavorisé, est-ce que c'est utile? Non, alors justement, c'est en réalité un peu l'inverse. C'est en cela que ça pêche aussi un peu le SNU. C'est que c'est assez homogène en termes de milieu. C'est plutôt un milieu favorisé, en réalité, qui participe au SNU. C'est plutôt des élèves qui sont en études générales, très peu en études professionnelles. Et s'il y avait effectivement un progrès à faire, ce serait là-dedans, dans la généralisation. Vous avez par exemple beaucoup d'enfants qui ont déjà des engagements, qui ont déjà une culture de... Donc ça rate un peu sa cible de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, c'est vrai. Jean-Baptiste, convaincu ou pas? Parce que c'est plutôt un joli tableau qui est planté. Ah non, mais le SNU, ça repose sur un très bon sentiment. Après, est-ce qu'on fait de bonnes mesures avec de bons sentiments? J'en suis pas convaincu. Comment dire, le SNU, il est censé répondre au fait que les gens ne se croisent plus. Que vous avez aujourd'hui des gens qui arrivent à 16, à 18 ans, sans être forcément sortis même de leur département, puisque le SNU fait sortir les jeunes de leur département également. Il n'y a plus de service militaire, des colonies de vacances. Ils ne vont pas avoir croisé des gens d'autres catégories sociales, mais on prend le problème à l'envers. En fait, le problème, c'est qu'on a des gens qui sont dans cette situation à 18 ans. Qu'est-ce que fait l'école? Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour plus de mixité à l'école? Pourquoi est-ce qu'en maternelle, au collège, au lycée, les catégories moyennes et supérieures sont souvent des experts de l'évitement scolaire pour éviter que leurs enfants se retrouvent mélangés avec des enfants de catégorie Pour vous, c'est inférieure. Un palliatif, un sparadrap sur une jambe de bois qui masque mal les échecs de l'éducation nationale. Les problèmes, ça s'attaque à la racine. Bertrand Perrier. Oui, je ne dis pas que c'est la panacée. Je dis que, puisque effectivement l'école ne le fait pas, c'est bien qu'il y ait une institution qui le fasse, une institution étatique qui enseigne aussi les valeurs de la laïcité, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs du service public, tout ça est enseigné. Il y a effectivement des jeunes gens qui, à 15-16 ans, ne connaissent pas les gestes de premier secours. Ben, c'est pas inintéressant que, sur la base du volontariat, il n'y a pas d'embrigadement en réalité là-dedans. Il y a simplement l'idée que... Enfin, moi j'ai fait mon service militaire, j'ai pas eu l'impression d'être embrigadé et d'être devenu un clone parmi les clones. Simplement, pendant 12 jours, des jeunes de 15, 16, 17 ans, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes de coûts. Je ne nie pas tout ça. Il y a même des problèmes de violence au sein des maisonnées. Tout ça existe, bien sûr. Je ne fais pas une panacée, mais je dis que c'est dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que vraiment, c'est une bonne idée. Sa mise en œuvre peut être tout à fait perfectionnée, mais vraiment l'idée d'un creuset où pendant 12 jours, des jeunes se rencontrent, puis ensuite que ça se prolonge par un engagement associatif pendant l'année qui suit au service du bien commun, je pense que c'est quand même une belle idée. Jean-Baptiste Daoulas, ce qui est sûr, c'est que la généralisation, c'est fini. C'est ça? On peut dire ça aujourd'hui? C'est pas... officiellement. L'idée qu'un SNU obligatoire pour les 15-17 ans soit mis en œuvre, ça n'a plus trop. Ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que dans la version uniquement sur la base du volontariat, ça coûtait environ 150 millions d'euros par an, dont d'ailleurs les 150 millions qui étaient budgétés n'ont jamais été entièrement exécutés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé assez de volontaires pour l'instant à ce stade pour y aller. L'idée, c'était de le rendre obligatoire. L'idée, c'est de le rendre obligatoire, effectivement, et c'est
le fait de le rendre obligatoire, ça coûterait officiellement 2 milliards d'euros. Et comme je le disais tout à l'heure, entre 3,5 et 5 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Clairement, on n'en a plus les moyens. Ouais. Donc ce sera abandonné. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, non, mais plus personne ne parle de cela. Je crois que la généralisation, de toute façon, je suis pas sûr que c'était en soi une bonne idée, mais je crois que la suppression est tout autant une mauvaise idée. En tout cas, c'était un totem d'Emmanuel Macron. Ça fait partie vraiment des quelques grandes mesures phares de son ADN. Alors là, roulement de tambour. Bon usage. Vous êtes l'arbitre des élégances. Et c'est le mot de la fin, parce que je surveille la pendule. Convaincu par qui je vais en revenir à la Constitution, par les deux nécessairement, mais je crois qu'il y a une grande lacune sur laquelle il faut absolument qu'on travaille tous ensemble, c'est la citoyenneté. Et revenir, en effet, dès le plus jeune âge, dès cet âge où on est ensemble, où justement on apprend à avoir des idéaux, revenir sur les valeurs fondamentales de ce qu'est la France, de ce qu'elle doit être, de ce qu'est être français, de la République, c'est quand même pas un luxe. Donc que ça soit même uniquement facultatif ou que ça soit dans un cénacle ou dans un autre, moi ce que je crois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur cette question. Donc SNU ou SNU bis, il faudra trouver une initiative, en tout cas pour qu'on ait une jeunesse qui comprenne le sens de ce que c'est que d'être citoyen, qui a envie d'aller voter. Et voilà, ça se perd et ça, c'est bien dommage. Merci beaucoup. On va terminer par peut-être un souvenir, une anecdote très concrète pour que nos téléspectateurs Non, mais alors moi, j'étais dans une maison... un souvenir? Non, vraiment, en fait, j'ai 2 souvenirs. J'ai la maisonnée dans le 12e, donc 20 jeunes qui ne se connaissent pas et qui sont là dans une maisonnée. Et puis, à la fin du séjour, au bout de 12 jours, il y a eu une restitution dans la cour des Invalides. C'était magnifique. Il y avait, c'est pas magnifique au sens esthétique, hein, j'ai pas un fantasme pour l'uniforme, mais il y avait plusieurs centaines de jeunes dans la cour des Invalides, qui signifie tellement dans notre histoire et pour la citoyenneté que Anne-Charlotte Bézina rappelle à l'instant. Et on a lu des lettres de résistants qu'ils avaient apprises au cours de ce SNU. Et j'ai trouvé ça très beau. Bon, on s'arrête là. Un petit sourire de conviction. En tout cas, nous, à LCP, on essaye aussi d'apporter un peu à la citoyenneté. On s'arrête là. Merci infiniment, Jean-Baptiste Daoulas. Et merci à vous, Bertrand Perrier. Lisez cette Constitution qui nous protège. N'en ayez surtout pas peur. Il faut piocher parce que c'est tellement d'actualité. Merci à vous. Merci à vous. Très belle soirée.